Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager, ma vie. C'est l'envie du moment, j'ai envie de vous partager ce qui s'est passé dans ma vie. Je trouve que ma vie est incroyable et souvent je le dis aux personnes qui m'entourent, à mes amis, j'ai une vie incroyable, pleine de rebondissements, pleine d'expériences différentes, tout le temps en mouvement. Alors ça, c'est normal, je suis une mission de vie 5 en numérologie. Et donc la mission de vie 5, enfin 5 là, en numérologie, c'est le mouvement, le dynamisme, le rapport au corps, mais aussi au voyage, au rythme et à l'adaptation au changement. Donc je retrouve bien ça dans ma vie. Et donc je voulais vous parler de cette vie incroyable que j'ai eue depuis toute petite en fait. J'ai une vie remplie, remplie. Alors moi, c'est des expériences que j'ai faites, qu'elles soient négatives ou positives, j'ai toujours essayé d'en faire une force, hein. Alors je sais qu'avec notre libre arbitre, on peut très bien rester bloqué ou régresser. Moi, j'ai cette force de vouloir évoluer tout le temps et de vouloir progresser. Et chaque expérience pour moi est une source d'apprentissage et, d'évolution sur plus de conscience, plus de maturité, plus de sagesse, plus de paix. Parce que chaque chemin est différent et chaque chemin est fait pour aller vers cette sagesse intérieure et notre conscience de ok, je sais ce que je suis venu faire sur Terre. Et aujourd'hui, je peux le dire à 51 ans, je peux dire je sais ce que je suis venu faire sur Terre. Je ne sais pas tout, ça je sais. Ma vie, elle a commencé voilà, dans une famille agricole, à la campagne. Encadrée entourée de garçons plutôt, je vais dire, dans une ambiance assez masculine, assez rustre, je dirais, parce que dans un monde agricole, plutôt masculin avec, j'ai grandi avec ma famille, paternelle, donc des cousins du côté paternel, mes grands-parents du côté paternel, la seule petite fille du côté, de ce côté paternel, avec une grand-mère assez dure. Bon bref, qui m'a initiée quand même, au, jugement, critique, alors que les garçons ça allait, mais alors les filles, enfin moi, parce que j'étais la seule petite fille, c'était plus dur, avec des remarques, des obligeants, bon bref. Heu, donc j'ai grandi avec des garçons. Je suis née en 1974. Aujourd'hui, j'ai 51 ans et donc j'ai grandi à la campagne, dans le Marais Poitevin. Donc c'est un milieu idyllique où c'est très vert, il y a de la rivière, l'été on se baigne. Bon, nos parents à cette époque, ils, on était très libres, il y avait des corvées, mais beaucoup moins qu'à l'époque de nos parents. Donc on était très libres, on prenait les vélos, on allait, dans les champs, on allait traîner ensemble, on allait à la piscine parfois. C'était, une vie, très simple, très entourée, et moi j'étais entourée d'hommes, enfin de garçons, donc j'ai joué à des jeux de garçons, beaucoup, des jeux de plein air, du sport, je sais que toute petite, je me posais déjà des questions, je sais qu'avant le décès de mon père, parfois je regardais la nature, je regardais le ciel et je me disais: «Mais» comme si, je savais où j'étais l'instant d'avant, avant de naître. Je percevais l'instant, d'avant que j'étais dans un endroit, différent et je me posais cette question tout le temps: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et je me la posais souvent et c'était en boucle: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là?» Et en fait, c'était à une période où j'avais des réminiscences de cette vie d'avant où je savais que j'étais ailleurs, dans un autre monde. Et j'étais consciente d'être ici sur terre et que j'avais, quelque chose, un but. Mais comme tout le monde, on a tous un but, mais mon âme, elle me le disait déjà: «Mais qu'est-ce que je fais sur terre? Mais qu'est-ce que je fais là, dans cette na» et je me disais: «Mais j'aime» et c'est marrant parce que je devais vraiment avoir 4 5 ans et je disais: «Oh, j'adore la terre, j'adore la terre, j'adore la terre». La terre est belle parce que je regardais la nature, les arbres, le vert et dans le Marais Poitevin, le vert, il est vraiment intense. Donc j'ai eu la chance de grandir dans ce milieu-là.
dans un milieu masculin où moi-même je devais faire ma place, donc ça m'a poussée à me battre aussi pour me faire entendre parfois. Parce que, pour se faire entendre avec des garçons, qui prennent beaucoup de place, c'est pas forcément évident. Bon, j'ai dû creuser pour faire ma place. Moi, ce qui caractérise vraiment ma petite enfance, c'est le décès de mon père. Il est décédé d'une maladie, génétique qui lui était inconnue, hein, d'ailleurs. Il ne savait pas qu'il était porteur de cette maladie, qui est le syndrome de Marfan. Quand mon père est décédé, j'avais que 5 ans. J'étais toute petite, c'était 10 jours avant mon anniversaire, qui est donc 9 jours avant Noël, puisque je suis née le 26 décembre. Et en fait, on a enterré mon père, à cette période-là de Noël, avant Noël. Moi, j'ai pas vraiment réalisé à l'époque parce que c'était compliqué. J'étais petite, je comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'ai perçu la chose comme un abandon et pas un décès. En plus, j'étais en colère envers les adultes parce que j'ai pas pu assister au décès. J'ai pas pu assister à l'enterrement. Avec mon frère, on a été exclus, de cet enterrement. Et puis en plus, il y avait des mots qu'on comprenait pas, on nous parlait pas. On parlait de décédé, moi ça me mettait en colère parce que, je dis: «Mais non, c'est des mensonges, il est pas décédé, il est mort». En fait, c'était, un tourbillon, ça a été un Que tourbillon, surtout c'était c'était très rapide dans le temps. Et donc il y a eu un premier chaos là dans ma vie. Ce chaos par la mort et donc cette première blessure d'abandon qui m'a amenée vers le profil 7 de l'énéagramme et donc vers ma base énéagramme qui est l'épicurien optimiste. Alors l'épicurien optimiste, c'est celui qui ne veut pas voir sa souffrance. Dans sa compulsion, dans sa peur, c'est quand il reste figé, c'est je veux pas voir ma souffrance. Et pour pas voir sa souffrance, bah, souvent, il va, développer un peu, de l'intempérance, c'est-à-dire qu'il va remplir un peu sa vie, il va voilà, il va avoir un rythme un peu accéléré, au lieu d'aller vers quelque chose de plus tempéré, plus calme pour comprendre ce qui se passe dans sa vie. Les premiers chamboulements avec une mère qui parlait très peu, qui était plutôt dans le rejet de cet événement, donc où, bah, on pouvait pas trop parler de ça dans la famille. Qui a eu des répercussions sur, l'école, mais qui était un mal pour un bien parce que j'étais rentrée à l'école maternelle à 2 ans et demi, puis à l'époque, ça se faisait pas trop de rentrer plus tôt et donc ça m'a permis de redoubler en CM1 pour me recaler sur le rythme. Mais voilà, ça a eu, moi, en tout cas personnellement, mon père m'a beaucoup manqué parce qu'avec le DIP, j'étais très attachée à mon père, on faisait beaucoup de choses ensemble, c'était quelqu'un de vivant, de solaire. C'était quelqu'un qui aimait plaisanter, qui aimait s'amuser. Donc il y avait beaucoup de jeux entre lui et moi. Et puis il y avait ce côté Oedipe. Donc moi, en tant que petite fille, je me nourrissais de son énergie, masculine. Et donc je l'ai perdu à 6 ans et ce qui est intéressant, c'est enfin ça juste avant mes 6 ans et quand, on regarde les chakras, de 0 à 6 ans, chez la femme, c'est là où chaque racine. Où il y a un apprentissage sur la sécurité, il est relié au père pour les petites filles, à la mère pour les petits garçons. Donc oui, c'est comme si mon père m'avait amené, c'était OK, il m'avait amené cette sécurité, cette confiance et je pouvais passer à l'étape 2 qui était, l'activation du chakra sacré. L'activation du chakra sacré nous amène plutôt vers, cette conscience de la différence entre les hommes et les femmes. Quand on comprend en fait les phases que l'on traverse, c'est voilà, pour moi, le décès de mon père, c'était inscrit avant mon incarnation, c'était inscrit dans l'histoire. C'est un âge, clé chez moi. Et puis, au niveau des blessures, à l'âge de 8 ans, j'ai une blessure, d'injustice aussi qui m'a amenée vers, quelque chose d'autre. La blessure d'injustice, c'était, en fait, quand je raconte, bon, c'est ma mère. Ma mère, très à cheval parfois sur, la politesse. Elle était comme ça et un jour, je rentre de l'école et elle me dit comme ça: «Oui, j'ai vu les voisins, d'en face, ils m'ont dit que tu étais passé devant chez eux, mais que tu leur avais pas dit bonjour».
Puis moi, en petite fille toute sage, je dis: «Bah si, je leur dis toujours bonjour, je comprends pas ce que tu me dis, et donc ça a commencé, non, non, ça et puis j'ai pas compris parce qu'elle a insisté, donc ça m'a mis dans une colère folle et j'ai dit: «Non, c'est pas juste, je leur dis toujours bonjour, je comprends pas», et donc j'ai claqué, je suis allée dans ma chambre, j'avais claqué ma porte et à l'époque, quand j'étais en colère comme ça, je me mettais sous le lit, sous mon lit, je pouvais passer, et donc je me revois sous ce lit en train de: «Non, c'est pas juste, elle ment!» Alors j'étais là en plus: «Elle ment, c'est pas moi!» Et c'est marrant parce que là, c'était un moment clé aussi. J'ai, c'est comme si je me suis vue, comme si j'avais sorti une petite caméra, j'aime bien dire ça, une petite caméra là, comme si j'étais sortie de moi-même et je me suis vue, mais taper sur le sol et je dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Et comme si avec ce recul, cette autre vue, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu tapes sur le sol, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es en colère, pourquoi tu te mets en colère? Peut-être que ta mère, elle a son point de vue et que les voisins lui ont dit ça, OK, mais peut-être que tu les as pas vus, peut-être que oui, tu étais en train de rêvasser et que tu les as pas vus, et puis c'est OK, et puis c'est pas grave si c'est, pour une fois tu leur as pas dit bonjour, et puis, ben, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est 2 points de vue différents, et donc à 8 ans, je me suis vue penser comme ça, et là, ça m'a amené, cette blessure d'injustice et cette compréhension de blessure d'injustice, de changement de point de vue, que tout le monde a son point de vue et que, c'est en allant comprendre le point de vue de chacun que l'on grandit et qu'on est moins dans cette colère et dans cette injustice. Donc cette blessure d'injustice, bah, finalement, c'est comme si elle s'était, guérie très tôt. À 17 ans, ben, je sortais déjà pas mal en boîte. Oui, à l'époque, c'était avec mes grands cousins, forcément, et puis, un jour, je demande à ma mère pour sortir en boîte de nuit, et puis elle me dit: «Non». Bah, d'habitude, elle me disait oui, alors pour moi, c'était une formalité. Puis j'étais un peu vexée quand même, je dis: «Ah bah non», puis ça m'a amené un peu de colère, puis finalement, ça a pas duré, ça a duré 5 minutes. Je me suis dit: «Ouais, pour une fois qu'elle me dit non». Ma mère me disait jamais non. J'ai dit: «Bon, pour une fois qu'elle me dit non, je vais respecter sa limite, son cadre», et ça a été OK parce que c'était la seule fois où elle m'a interdit de sortir. Finalement, puis c'est pas grave, il y a un soir où je suis pas sortie, et alors? Et cette blessure d'injustice dans l'énéagramme, alors ce que j'ai compris il y a quelques années en faisant mon propre bilan émotionnel, c'est que en ayant, guéri cette blessure d'injustice, j'ai pu descendre et aller de plus en plus vers le profil 5. Voilà, et ce profil 5 dans l'énéagramme, c'est l'expert observateur, et l'expert observateur, il est relié à la blessure de rejet, et c'est celui qui observe le monde extérieur, et c'est vrai qu'à partir du moment où, à 8 ans, j'ai sorti cette petite caméra extérieure, ben je me suis mise à observer le monde, à observer les émotions, à observer mes émotions aussi, observer les comportements, observer mes comportements grâce à ce mécanisme. Ça me demandait beaucoup de concentration au départ. Pas de se laisser embarquer sur les pensées comme on aurait tendance à le faire, et ces pensées qui nous amènent à la fois vers le passé, et à la fois vers le futur, mais jamais au moment présent. Là, la conscience, cette petite caméra m'a permis de rester à l'instant présent. Ça m'est arrivé de faire des retours en arrière pour dire: «Ah, à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre personne? Si on est en conflit, pourquoi, si je repense à ça, qu'est-ce qui s'est joué ici?» Et c'est un outil que j'utilise encore, mais qui me demande moins de concentration parce que c'est plus facile pour moi de mettre du focus là-dessus, et du focus et de l'énergie, hein, et de me laisser, moins embarquer, c'est vrai qu'avec cet entraînement depuis toute petite sur, l'observation, hem, c'est plus facile pour moi
d'aller chercher ce qui se passe en moi, de comprendre mes émotions et souvent mes émotions, quand j'en ai aujourd'hui, c'est que ça reste pas. Ça évolue très vite, je comprends le sens et d'ailleurs, quand j'ai une tension aussi dans le corps, hein, généralement j'ai pas de tension, hein. J'ai 51 ans, mais j'ai pas de problème d'articulation, j'ai pas de problème au dos, alors que je fais des travaux, j'ai pas de problème au niveau des jambes et quand j'ai des petites tensions, ce qui m'arrive parfois, bah, je vais, je vais observer. Je vais faire le focus, je vais voir ce qui se passe, quelle est la relation qui m'amène cette tension, si c'est moi à l'intérieur, si c'est une relation à l'extérieur, et puis très vite ça disparaît. Je sens l'énergie qui part quand c'est conscientisé, ça disparaît. Et l'avantage d'avoir commencé très tôt, mais intuitivement, naturellement, c'est l'avantage d'être une vieille âme, je pense. Quand j'avais des patients à mon cabinet, qui me disaient: «Ah mais c'est long». Je dis: «Oui, mais c'est long, mais tu viens juste de commencer à prendre conscience. Moi, je le travaille depuis l'âge de 8 ans, donc c'est normal que ce soit long pour toi et plus tu vas rester focus là-dessus, sur ton objectif de te connaître et cetera et de d'observer ce qui se passe, puis plus ça va aller». L'école, non, j'ai ouais, comme je disais, c'était des moments, on a fait des super fêtes des écoles. C'était la fête au village, donc il y avait des stands de jeux, il y avait, un bal le soir, il y avait des danses des enfants, on montait sur scène, il y avait une scène, c'était incroyable en fait. On était, les stars d'un jour. C'était vraiment la fête au village et puis quand je suis rentrée au collège, alors au collège, c'était un collège en plus qui était au centre-ville, mais je me rappelle que je me sentais différente. Alors oui, avec le décès de mon père, à l'école primaire, ça allait, mais en rentrant au collège, j'ai ressenti cette différence assez fortement, puisque très peu de personnes, avaient perdu leur père et donc je me sentais vraiment alors en plus, j'avais développé cette faculté d'observer, cette faculté de prendre du recul, donc je me sentais vraiment à part. Je me rappelle que j'avais honte d'avoir, perdu mon père et j'avais du mal à l'écrire sur les fiches ou je cachais un peu sur les fiches de rentrée, on écrivait, un peu, ce qui nous caractérisait, la profession des parents, moi je m'étais décédée, alors en plus c'était le mot que je n'aimais pas, mais je m'étais décédée pour mon père, mais je cachais un peu, je voulais pas trop qu'on le sache. J'aimais pas trop qu'on me plaigne d'ailleurs, je trouvais ça malsain, donc c'était ouais, il y avait ça, mais j'avais honte d'être différente aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré un petit groupe de filles. Dans ce petit groupe, bah, finalement, ce qui était marrant, c'est que je suis tombée sur une personne qui avait également perdu son père, jeune, d'un accident, pas de maladie, mais d'un accident et qui, pouvait en discuter librement avec sa mère qui était assez ouverte et ça m'a, permis justement de faire mon deuil, de finaliser ce deuil, de me dire: «Mais non, tu n'as pas à avoir honte d'avoir perdu ton père. Tu n'es pas la seule à l'avoir perdu, même si c'est rare et c'est OK» et ça m'a vraiment, ouvert, ça a vraiment relâché quelque chose ici, au collège et sur, le décès de mon père. Avec les garçons, je me rappelle que c'était une période où, je les trouvais encore un peu immatures et j'avais du mal avec leur énergie et je me rappelle que je tapais aussi les garçons. Alors c'était pas taper comme ça, mais c'est juste parfois: «Hop, toi tu m'agaces», hop, un petit taquet ou une gifle. Ça partait vraiment facilement. Mais quand même ce geste de taper, de violence envers les garçons. Mais c'est vrai qu'en étant élevée avec les garçons, c'était, il y avait ce climat un peu de bataille. Et donc j'avais, voilà, dès qu'il y a un garçon qui me disait des choses, voilà, ou qui avait un comportement qui m'allait pas, j'avais tendance à c'était une façon aussi d'exprimer cette colère et cette violence, heu, liée à mon père. Donc ça a duré peut-être, tout le temps du collège et je me suis quand même aperçue que, voilà, c'était pas sain, ça faisait partie d'une violence, enfin de la violence. J'ai même été, pas très sympa avec, un
un jeune homme, un jeune homme qui avait des sentiments pour moi et ah oui, mais c'est ça en fait, les hommes, moi j'étais énergique, j'étais voilà, j'étais dans une force un peu masculine en ayant vécu avec des garçons et donc j'avais ce côté entrepreneur, même si j'avais un côté réservé, mais parfois avec les garçons, j'avais ce côté un peu, «Allez, on y va», quoi et donc je me rappelle en quatrième ou en 5e, donc il était amoureux et je lui dis: «Bah, tiens, viens», alors c'était pas chez moi, on avait une salle on avait une salle, ouais, c'était chouette parce que dans ma commune, il y avait une salle à disposition, des ados. On pouvait la réserver, récupérer les clés et donc c'était un sous-sol. On pouvait faire des booms, on faisait des booms dedans, on faisait des trucs. C'était notre point de rendez-vous aussi à l'adolescence, c'était plus le muret, c'était autre chose et et donc je lui avais donné rendez-vous dans cette salle pour un peu d'intimité, pour, se connaître un peu en dehors du collège et puis je lui avais dit: «Mais je dis: «Ben, si tu veux qu'on sorte ensemble, il faut que tu m'embrasses», tu vois? Donc c'est le côté ultimatum, mais sauf qu'il avait pas réussi à m'embrasser. Il était gêné, il était timide, ce que je comprends et le lendemain ou le surlendemain ou quelques jours après, je sais plus, il est venu au collège avec un carton et dedans il y avait des fleurs et moi j'étais odieuse parce que ce carton-là, je l'ai parce qu'il n'arrivait pas à m'embrasser, je l'ai jeté à la poubelle, mais devant lui, il était à 10 mètres. Mais je m'aperçois aujourd'hui que c'est violent et que c'était méchant et que le collège, c'est vraiment une période de violence extrême. Je crois en plus, on s'est retrouvés à la fac quelques années après et on s'entendait toujours bien et je crois que je sais pas si je me suis excusée. Je crois que je me suis excusée quand même parce qu'on a quand même pas mal parlé de ça. Bref, je me rappelle d'avoir, m'être pris des réflexions par un prof de maths notamment, qui m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais c'était un truc comme, «Oui, mais tu y arriveras jamais», quelque chose comme ça et j'ai trouvé ça violent et j'ai beaucoup travaillé pour, les maths, c'était pas inné pour moi, c'était pas facile, hein et donc j'ai redoublé d'efforts pour lui prouver, mais c'était pour les autres, hein, pour lui prouver que j'allais y arriver. Ouais, donc parce que le milieu scolaire est quand même source de violence, hein, moi je l'ai vu au niveau de mes soins. Mais ça pour moi, c'était un moteur. Dès qu'on me faisait une réflexion, c'était moteur. Ça me motivait pour, travailler encore plus et puis pour y arriver. Donc j'en voulais, hein, j'en voulais énormément. Au lycée, donc lycée Jean Massé, au lycée, je me suis assagie parce que j'ai compris que c'était violent et je ne sais même pas d'où, venait le déclic, une observation, je pense que ouais, quelque chose d'intérieur qui est venu pour me dire: «Mais c'est violent». Au lycée, ben, j'ai continué à travailler, hein, j'ai eu une super classe de seconde, mais une classe incroyable où tout le monde s'entendait. Une classe de première qui était aussi, assez sympa et terminale, alors terminale, c'était pas pareil, mais finalement, c'était un peu le départ, c'était la préparation avant les les études supérieures, donc c'est passé à vitesse grand V. J'ai eu quelques amours effectivement, quelques amours, mais voilà, ça a pas duré, c'est passé à vitesse grand V. C'était des belles années, vraiment de belles années, j'ai eu l'occasion d'aller faire mes premières vacances au ski. Alors évidemment, avec ma mère, on partait pas en vacances, elle avait pas les moyens et puis pas l'envie, je pense aussi et à l'époque, c'était pas encore, forcément dans les mœurs. Donc je sais qu'au lycée, j'ai eu l'occasion d'aller, faire du ski avec mes cousins, des amis. C'était vraiment mes premières vacances, avant c'était en colo, mais c'est pas pareil les colos, bon bref. Hem, donc vraiment de belles années, pas de harcèlement, des choses vraiment simples, assez fluides, toujours dans l'observation, toujours, oui, toujours dans cette recherche et j'ai eu mon bac du premier coup quand même, sans rattrapage, mais alors, vu qu'il y avait des matières comme l'histoire, la géo, compliqué pour moi, l'histoire, apprendre des dates, la géographie ça allait d'ailleurs. Au bac blanc, tellement ça me saoulait d'ailleurs cette histoire. On avait le choix entre plusieurs sujets d'histoire et plusieurs sujets de géo
et moi, un peu par rébellion aussi, par provocation, j'ai choisi 2 sujets parce que le prof, que j'aime pas trop d'ailleurs, il nous dit: «Vous prenez 2 sujets». Bah, moi, j'ai pris 2 sujets de géo. Bon, après je l'ai payé sur les trucs, mais c'était mon côté rebelle, en fait, parce que l'histoire, j'adore l'histoire, mais pas dans l'apprentissage, à l'école. Apprendre des dates par cœur, des choses par cœur, non. Moi, dans l'histoire, ce que j'aime, c'est les monuments, c'est, l'histoire vécue vraiment, de ce qui s'est vraiment passé. Alors, je préfère l'histoire dans les mémoires akashiques que l'histoire écrite, parce que l'histoire écrite, c'est que les conquérants qui ont écrit. Mais, ressentir ce qui s'est passé dans un lieu, alors ça m'attire. Aller dans un lieu et dire: «Ah là, je sens des vibrations, des choses, je sens, heu, là, il y a quelque chose de vrai», et puis parfois ça résonne pas avec l'histoire qui est écrite. Je dis: «Mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai». Enfin, il y a un truc qui est pas juste, qui est pas aligné. Alors qu'aujourd'hui, avec ma sensibilité et ma connexion mémoire akashique, je peux ressentir la vibration d'un lieu et même savoir si l'histoire qu'on y raconte, elle est vraie ou pas. Moi, matière de prédilection, c'était, la biologie. J'adorais la biologie, la science du vivant. La chimie, ça allait, la physique, un peu moins, le matériel, tout ça, et donc je me suis orientée vers la biologie et la faculté, bah, j'ai retrouvé quelques amis, et donc je me suis retrouvée, bah, à 1 heure de chez moi aussi, seule dans un enfin pas toute seule, puisque, la première année, j'avais ma meilleure amie, donc je me suis retrouvée, on s'est retrouvées en colocation dans un studio, toutes les 2. 1re indépendance, et ben, oui, on commence à rencontrer des copains, on sort un peu plus, on peut sortir en semaine, il y a pas les parents. C'est un peu la fiesta, les cours, on y va, mais parfois on s'est couché tard. Donc une première année, de fac, à rencontrer des amis, à sortir un peu et puis, bah, pas forcément, travailler tout le temps et donc redoublement, mais bon, le redoublement était, nécessaire, donc j'ai fait une deuxième première année. Ma meilleure amie, elle est pas restée à la fac, donc je me suis retrouvée toute seule. J'ai moins fait la fête, hein, la deuxième année. J'ai plus travaillé, voilà, de temps en temps, mais pas tout le temps. Bah, ça a porté ses fruits parce que, heu, j'ai vraiment beaucoup travaillé, puis en licence et en maîtrise, les matières se sont plus, hem, elles étaient plus orientées vers la biologie. En licence, j'ai une mention, bien, et en maîtrise, j'ai une mention assez bien. C'était vraiment des mentions pour moi ben, qui étaient presque impossibles pour moi, et donc la suite au prochain épisode.